Alors, je vais commencer. Donc d'abord, merci beaucoup, pour cette invitation. Voilà, c'est l'occasion de découvrir, des travaux, qui sont très intéressants, donc merci de cette opportunité. Et merci Clotilde pour ton introduction, qui a effectivement posé un peu, le cadre, que je vais, développer, maintenant. Alors ce que je vais faire, d'abord effectivement je vais parler toute seule, ce qui n'était pas, prévu, mais Natalia devait, alors d'abord parler avec moi, puis finalement simplement assister à la séance, mais elle n'est pas là, donc voilà, je vais parler en mon nom propre. Et je vais parler de 2 recherches que j'ai menées dans des institutions patrimoniales. En l'occurrence, l'une auprès des documentalistes du Musée national d'art moderne, donc au Centre Pompidou, et l'autre auprès des archivistes des Archives nationales. Et conformément à l'invitation, je vais centrer mon intervention sur la présentation de mes méthodes d'enquête, donc sur les modalités de la fabrication de mon regard, qui est moins ethnologique dans mon cas que ethno-méthodologique, du nom de la discipline des sciences sociales de laquelle relève mon travail et que je vais m'efforcer d'introduire. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces enquêtes, je voudrais en présenter rapidement le contexte, aussi dans l'idée de présenter comment mon travail se situe dans le champ plus large des travaux qui relèvent de l'ethnographie des institutions patrimoniales et des métiers de l'information. Donc la première enquête que je vais évoquer, je l'ai faite au Centre Pompidou, donc au Musée national d'art moderne, en gros entre 2015 et 2018. Et elle participe d'un travail de recherche que je développe depuis plusieurs années, depuis ma thèse en fait, que j'ai soutenue en 2014. Et l'objet premier de mon travail, ce sont les œuvres d'art contemporain. Et l'idée de ce travail, c'est de les aborder sous l'angle non pas de leur création ou de leur réception, comme ça a été fait le plus souvent en sociologie de l'art, mais de les aborder en fait sous l'angle de toutes les activités intermédiaires qui leur présentation au public. Des remarques qui ont été faites sur les travaux de Howard Baker et la question des mondes de l'art. Mon travail s'y apparente aussi très directement. Et il s'agit pour moi plus spécifiquement d'examiner en fait ce qui se passe dans ces différents moments, donc qui intervient dans la vie de l'œuvre, pourquoi faire, qu'est-ce que ça fait à l'œuvre, et puis qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces différents moments, de ce qu'est une œuvre en fait pour ceux qui s'en occupent. Donc mon intérêt en fait pour la documentation des œuvres, de ce point de vue, c'est un volet de cette enquête qui m'a amené à m'intéresser d'abord à la préparation des expositions, à l'accrochage, ensuite à la restauration, à l'étude des œuvres, ou encore aujourd'hui plus directement à leur conservation et leur stockage dans les réserves. Alors, cette démarche qui consiste à prendre le musée comme un terrain d'enquête, il faut le préciser, c'est une démarche que j'ai en commun avec plusieurs collègues qui réalisent eux aussi des formes d'ethnographie institutionnelle dans différents musées. Alors, en premier lieu, je pense aux travaux de Tiziana Beltram, qui est anthropologue, qui a fait sa thèse sur le transfert des collections du Musée de l'Homme au Musée du Quai Branly, et qui s'est notamment intéressée à toute la refonte de la base de données, qu'elle analyse comme un lieu particulièrement pertinent pour rendre compte des transformations du rapport au patrimoine, notamment avec l'introduction du numérique. Je renvoie, alors, à part à sa thèse, à un article qu'elle a publié dans la Revue d'anthropologie des connaissances, qui s'appelle joliment « Un travail de Pénélope au musée », décomposer et recomposer une base de données qui est très intéressant et qui présente bien la perspective sur ces questions. Les autres collègues auxquels je pense, il y en a un qui est à l'université de San Diego en Californie, qui s'appelle Fernando Dominguez Rubio, qui vient de sortir un livre très important, je pense, qui est fondé sur son ethnographie du MoMA, donc le musée d'art moderne de New York, et qui porte en fait sur la maintenance des œuvres, et qui analyse en fait toute l'infrastructure de leur conservation, de l'environnement climatique dans les salles ou dans les espaces de réserve à l'infrastructure numérique. Et c'est un livre, je pense, qui fera vraiment date dans l'étude des musées, qui vient tout juste de paraître. Et le dernier ouvrage auquel je pensais, c'est un ouvrage de Vincent Lépinet qui a sorti l'année dernière, je crois, ce livre sur la conservation des collections au musée de l'Ermitage, qui propose un parcours très, tout au long du musée, en suivant ces différents professionnels, des conservateurs aux guides qui font les visites, en passant par les restaurateurs, et qui examinent en fait les liens que ces différentes professions entretiennent avec les objets des collections. Alors, de manière intéressante, ces 3 démarches, elles relèvent de ce qu'on appelle l'anthropologie des sciences et techniques, ou STS, ou pour les Science and Technology Studies, pour lesquelles le patrimoine est devenu, ces dernières années, vraiment un objet majeur, après avoir consacré beaucoup de travaux
à la production de l'information et à la question de la classification notamment. Et ces travaux, je pense, apportent un autre regard sur les pratiques professionnelles qui est distinct mais complémentaire de ce qui se pratique plutôt en France avec l'ethnologie du patrimoine ou la sociologie des professions patrimoniales. Alors, mes travaux s'y relèvent pas tout à fait de la même perspective. Ce que j'ai en partage avec eux, avec ses collègues, c'est notamment le fait qu'on ne part pas d'un intérêt a priori pour une profession donnée, mais qu'on s'intéresse d'abord à des objets, à des collections, à des environnements, hein, comme le musée ou les archives, et aux activités concrètes qui sont faites avec eux. Alors, la seconde enquête que je vais évoquer, donc Clotilde l'a. C'est une enquête qui est vraiment à la confluence de ces différentes questions. Donc c'est un projet collectif, hein, comme tu l'as souligné, qui a été mené aux Archives nationales et qui a été réalisé dans le cadre donc, de ce projet ECOPAT pour Écologie des collections patrimoniales avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine. Donc c'est effectivement un projet qui découle des travaux que Tiziana Beltrame et moi-même on réalisait respectivement sur des institutions muséales et qu'on a monté, voilà, qui n'aurait pas pu exister sans la discussion avec Clotilde et Yann, et qui s'est ensuite développée avec la contribution importante hein, de Natalia Laval, qui est donc malheureusement absente aujourd'hui, mais qui a réalisé une grosse partie de l'enquête de terrain. Et l'idée de cette enquête, c'était effectivement de mettre en œuvre le même genre de méthode que celle qu'on avait appliquée au musée, en s'intéressant cette fois aux modalités situées du travail avec et sur les archives, en regardant les conditions de leur collecte, de leur étude, de leur conservation, de leur description, de leur manutention. Alors, en faisant ça, on est bien sûr tombé très rapidement sur les travaux de Anne Bott, qui nous ont beaucoup intéressés, du fait notamment d'une grande proximité de questionnement, mais dont il me semble qu'on se distingue aussi du point de vue des manières de faire, hein, comme je vais essayer de l'exposer plus spécifiquement dans la suite de cette intervention. Donc voilà pour des éléments généraux sur le contexte de ces enquêtes qui me semblait important de préciser. Et j'en viens maintenant un peu plus directement au cœur du sujet. Alors parmi les questions que vous m'avez soumises, Claire, pour orienter un peu la préparation de cette intervention, il y en a une qui a particulièrement retenu mon intérêt, donc c'est la question que j'ai mise ici. Hein. Est-ce qu'on analyse une communauté professionnelle comme on analyse une population exotique ? Alors, bien sûr, c'est une question qui est au cœur de la réflexion ethnographique, hein, et ce depuis les fondements anthropologiques de cette pratique, puisqu'il s'agissait en effet originellement d'aller étudier des populations lointaines, hein, dont on supposait qu'elles étaient très différentes de nous. Et ça reste, bien sûr, une problématique structurante des démarches qui reposent sur l'observation, que ce qu'on observe nous soit proche ou lointain. Alors, comment on s'y prend pour observer? Comment on détermine ce qu'il faut observer et avec quels outils, hein. Donc sur ce point, l'ethnométhodologie, qui est donc la discipline dans laquelle j'inscris mon travail, cette discipline fait des propositions qui sont plutôt intéressantes, mais un peu méconnues, en tout cas à mes yeux. Hein. Donc j'étais particulièrement heureuse de vous entendre dire que ça vous intéressait les questions des rapports entre ethnométhodologie et ethnographie, parce que c'est des projets de recherche sur lesquels je travaille en ce moment. Donc j'essaie d'en faire un peu une synthèse rapide ici. Alors d'abord, de quoi s'agit-il quand on parle d'ethnométhodologie? C'est un courant de la sociologie américaine qui a été fondé par Harold Garfinkel dans les années 60 et qui a émergé en fait à une période qu'on décrit souvent comme la période du renouveau des approches qualitatives en sciences sociales, voire du boom de l'ethnographie en sociologie, hein, puisque en gros, l'ethnométhodologie est tout à fait contemporaine de la sociologie interactionniste, que ce soit la sociologie des mondes de l'art, la sociologie de la déviance, ou la sociologie des professions, comme celle de Anselm Strauss, par exemple. C'est également très proche des travaux de Goffman, même s'il y a eu des frictions assez importantes entre ces différents courants. Alors, quelle est du coup la particularité du projet intellectuel de l'ethnométhodologie dans ce contexte? Alors, on peut s'appuyer pour ça sur la définition qu'en propose son fondateur, donc Garfinkel, qui nous dit que l'ethnométhodologie, c'est l'étude des propriétés rationnelles des actions pratiques en tant qu'elles sont des accomplissements contingents et continus des pratiques organisées et ingénieuses de la vie de tous les jours. Alors, ce régime d'écriture un peu conceptuel et parfois un peu complexe à la première lecture, ça fait indéniablement partie du charme de l'ethnométhodologie, mais pour le formuler peut-être plus simplement, éclairer un peu cette définition, ce qu'il faut comprendre, je crois, c'est que la question fondamentale de ce programme, c'est comment fait-on ce qu'on fait ensemble au quotidien.
La question, c'est vraiment celle-ci. Comment on fait ensemble ce qu'on fait voilà, dans la vie de tous les jours, comment ça s'organise? Alors c'est une question qui peut sembler triviale, mais dont on peut vraiment apprécier la portée, je crois, quand on pense au fait que la plupart des travaux de sciences sociales cherchent plutôt à expliquer pourquoi les gens agissent de telle ou telle façon. C'est-à-dire plutôt à expliquer les conduites individuelles en les rapportant à un ensemble de normes sociales hein, qui conduisent l'acteur à agir de telle ou telle façon selon les contextes. Donc cette approche explicative ou motivationnelle, hein, comme on dit parfois, elle a été radicalement remise en question par Garfinkel, parce que pour lui, en cherchant à expliquer les motivations à agir des acteurs sociaux, en les rapportant à des variables, que ce soit le genre, la classe, l'âge ou les professions, en fait, on ne dit pas grand-chose de ce que font concrètement les acteurs, ni de la façon dont ils perçoivent le monde et de la façon dont ils font sens de ce qu'ils font. Donc, ce qu'il critique, c'est que cette démarche, en fait, consiste à traiter la réalité sociale comme quelque chose d'indépendant ou d'autonome de ce que font les gens au quotidien. Et pour lui, hein, une telle démarche, ça ne permet pas de voir comment les acteurs perçoivent et interprètent le monde, comment ils reconnaissent ce qui leur est familier, ce qui est acceptable, comment ils agissent ensemble. Et c'est ça vraiment que l'ethnométhodologie va vouloir examiner. Donc le projet de cette discipline, hein, c'est vraiment d'ouvrir, hein, de proposer l'ouverture d'un nouveau champ phénoménal pour la sociologie, hein, qui est le monde de la vie quotidienne, qu'il s'agit de se donner les moyens d'observer et de décrire hein, pour en faire apparaître les règles, les méthodes ou les ethnométhodes, en fait, ce qu'on appelle les ethnométhodes. Et donc le terme ethnométhodologie, hein, ça renvoie à cette idée-là, c'est l'étude des méthodes que les membres d'une communauté ou d'une culture donnée utilisent hein, pour mener à bien les différentes activités qu'ils effectuent dans leur vie quotidienne. Alors, dès le début, la question s'est posée de savoir comment s'y prendre pour faire cela, hein, selon les terrains d'enquête qui, dès le début aussi, hein, ont été très divers, que ce soit la conversation familiale lors de dîners voilà, à table, ou les modes de raisonnement juridiques. Hein. Alors, dans une démarche ethnométhodologique, on peut recourir bien sûr à tout l'éventail des techniques de l'enquête ethnographique, qui sont, je le rappelle, hein, l'observation, la participation, l'entretien, la prise de vue photographique et plus récemment l'enregistrement vidéo notamment. Mais toute la question du point de vue ethnométhodologique, ça va être de trouver en fait la juste distance entre d'un côté la familiarité avec une situation ou une activité donnée qui permet de comprendre ce qui se passe, et de l'autre, une certaine forme de distance qui va permettre de voir ce qu'on ne voit plus quand on est trop près ou trop immergé. Donc c'est un mouvement hein, que certains ethnométhodologues décrivent de la façon suivante. Hein. D'un côté, rendre l'étrange familier, et de l'autre, rendre le familier étrange. Donc voilà, make the strange familiar ou make the familiar strange, selon voilà, les options qu'on peut choisir. Alors pour illustrer ce mouvement et ses problématiques, hein, et puis présenter un peu plus les travaux qui sont peut-être plus directement d'intérêt pour la séance, j'en viens voilà, à mes deux exemples. Alors, comme je l'ai évoqué en introduction, j'ai commencé à m'intéresser à la documentation des œuvres un peu par hasard, en fait, hein, au détour d'une enquête qui portait plus largement sur les pratiques de la conservation des œuvres, et en particulier sur celle de la conservation, enfin, sur la collection d'art contemporain du Musée national d'art moderne. Jusque-là, j'avais plutôt l'habitude de suivre des gens, de les regarder travailler, voire carrément de les filmer hein, pour pouvoir analyser de façon détaillée ensuite leurs interactions. C'est la méthode que j'avais notamment privilégiée dans ma thèse. Mais quand je suis arrivée au Centre Pompidou, au Musée national d'art moderne, j'ai rapidement été sensibilisée au fait que l'essentiel des activités ne se faisait pas nécessairement avec l'œuvre, à proximité de l'œuvre, en sa présence, hein, mais qu'en fait une bonne partie du travail de la conservation passait par la circulation d'informations, par l'échange de documents et en particulier par la gestion du dossier d'œuvre. Alors j'imagine que ce sont sûrement des choses familières hein, pour le public de ce séminaire, mais en gros ce qu'il faut
savoir, c'est que chaque œuvre de la collection a son dossier dans lequel sont rassemblés un ensemble de pièces qui sont relatives à différents aspects de la vie de l'œuvre. Donc, il y a une section du dossier qui concerne l'histoire de sa création, une autre qui rassemble la bibliographie à son sujet, une autre qui relate ses différentes présentations dans des expositions, et puis il y a d'autres types de documents qui sont par exemple les rapports de restauration ou les rapports sur son entretien, des fiches techniques pour l'installer, ou encore tous les documents administratifs qui sont relatifs à son acquisition, la correspondance avec l'artiste ou les ayants droit, etc. Et ces derniers éléments tombent en général dans la section qu'on dit confidentielle du dossier, c'est le dossier rouge, la partie rouge du dossier, qui renvoie à ce qui relève de l'archive courante, c'est-à-dire en fait à des documents qui sont en usage au sein du service et qui ne doivent pas être divulgués quand le dossier est communiqué à un chercheur ou à un professionnel d'une autre institution, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé au départ, quand j'ai commencé mon travail sur le Centre Pompidou, mais en fait, une bonne partie de mon ethnographie, elle s'est passée finalement, non pas en salle d'exposition, mais plutôt au bureau, avec une pile de dossiers, dont je discutais très régulièrement avec la documentaliste. Et on parlait d'ailleurs finalement moins de leur contenu, des particularités de chaque œuvre, que de manière plus générale des modalités de la constitution des dossiers, du travail de mise à jour permanent qu'ils impliquent, des procédés mis en œuvre pour collecter des informations, et puis de toutes les questions liées à leur mise en circulation. Alors de fait, la question de l'accès au dossier, c'est une question récurrente dès qu'on évoque le sujet des dossiers d'œuvres, notamment avec les archivistes, et ce d'autant plus dans le contexte de la numérisation des collections et de leur documentation. Et là, il faut vraiment le souligner, et ça fait écho à des questions qui ont été soulevées à propos de l'exposé précédent, mais les documentalistes sont vraiment en première ligne sur ces différents sujets, dans des circonstances qui ne sont pas forcément évidentes, puisque ce n'est pas le service dans lequel les musées investissent le plus en général. En l'occurrence, pour toute la collection contemporaine du Musée national d'art moderne, c'est-à-dire presque 3000 œuvres, il n'y a qu'une seule documentaliste, en tout cas à l'époque de mon enquête, mais je crois que ça n'a pas changé, qui est en charge de tous les dossiers. Donc, je mentionne ça aussi en lien avec les questions sur le malaise professionnel que vous m'aviez soufflé, Claire, et il nous sera peut-être question dans la discussion. Alors, du fait des conditions de réalisation de mon enquête, qui a duré un certain temps et qui m'a permis de me familiariser avec l'équipe et réciproquement, j'ai pu consulter un grand nombre de dossiers et les lire dans leur intégralité. Alors, il faut préciser que certains sont très épais, notamment ceux des installations, qui impliquent la production d'une documentation très importante, en particulier pour tout ce qui concerne leur montage. Et en fait, à force de les lire, de les consulter et d'en discuter, progressivement, mon appréhension de ces dossiers a complètement évolué. C'est-à-dire qu'au début, je les imaginais plutôt comme des sources annexes pour mon étude des activités de la conservation. Et progressivement, ils sont vraiment devenus un objet d'étude à part entière. Et ils m'ont particulièrement intéressée, en fait, parce qu'ils montrent très concrètement le caractère collectif des œuvres. Alors, ce caractère collectif, on le voit très clairement, non seulement du point de vue du contenu des dossiers, de ce dont il est question, les documents, les thèmes qui sont abordés dans les différents documents qui les composent, mais on voit aussi ce caractère collectif du point de vue de la matérialité des dossiers, avec la façon dont s'agencent les différents documents à l'intérieur, la façon dont ils sont collectés auprès de différents services et de différentes personnes, comment ils sont partagés en différents sous-dossiers, comment ils circulent ou pas. Et tout ça rend très visible comment en fait se fabrique un collectif autour de chaque œuvre, avec ça permet de voir qui intervient sur quoi, qui a accès à telle information, qui prend en charge tel aspect, quel problème ça pose, etc. Alors, je ne vais pas développer ici, je me suis permise de renvoyer à quelques textes que j'ai publiés sur le sujet, en marge des images, qui développent ces différentes questions, et qui reviennent aussi sur d'autres travaux qui ont été faits en ethnométhodologie, sur d'autres types de dossiers avec le même genre de problématiques. En l'occurrence, les dossiers de patients dans une clinique psychiatrique, des dossiers administratifs, de l'administration américaine, et puis les dossiers de police. Alors, a priori, on pourrait dire que les œuvres d'art, les patients d'une clinique et les criminels n'ont pas forcément grand-chose à voir, mais sous l'angle de leur dossier et de la gestion de ces dossiers, on peut faire des liens qui ne sont pas inintéressants.
En tout cas, ce que je voudrais vraiment souligner, c'est que ce qui au début était un détour par les dossiers est vraiment devenu un objet d'enquête à part entière, hein, et ça m'a vraiment permis de prêter attention à d'autres propriétés des œuvres et du travail qui est fait sur elles. Et donc ça a été ces dossiers ont été un instrument très important dans la construction de mon regard sur les activités muséales. Donc mon étude, finalement, elle consiste moins en une ethnographie du travail de la documentation ou des documentalistes, hein, qu'en une analyse des dossiers en tant qu'ils matérialisent des formes d'action et de raisonnement des différentes personnes qui sont impliquées dans la vie des œuvres. Alors, cette plongée dans les dossiers, elle a aussi eu pour conséquence de m'outiller, de me préparer, disons, pour l'enquête que j'ai effectuée ensuite aux Archives nationales. Alors, je l'ai évoqué en introduction, Clotilde l'a rappelé, hein, c'est un projet qui découle directement de la volonté de transposer, de mettre à l'épreuve des observations du monde muséal dans le monde des archives. Alors, pour autant, malgré des parentés certaines hein, entre ces univers, il faut préciser que pour moi, l'arrivée aux Archives nationales, ça a été une plongée dans un terrain qui m'était totalement inconnu. Historienne, n'ayant jamais été formée, ni eu besoin en fait de recourir pour mon travail jusque-là, aux méthodes du travail avec des sources historiques, hein, j'ignorais absolument tout du monde des archives. Donc il m'a fallu m'y familiariser, et une grosse partie de mon temps d'observation et du temps que j'ai passé sur place, comme Clotilde le rappelait, où j'ai été extrêmement bien accueillie, une grosse partie de ce temps, ça a consisté à essayer de comprendre en fait la chaîne des opérations qui permet qu'on passe de l'entrée d'un fonds, enfin qu'on aille de l'entrée d'un fonds à sa communication en salle pour. Alors j'ai été évidemment beaucoup aidée pour ça par voilà, le fait de participer à la vie quotidienne du service et puis d'être dans les murs, disons, des archives, de pouvoir discuter avec un grand nombre de ses agents. Et j'ai aussi beaucoup pris appui sur l'importante littérature grise hein, qui est produite en interne aux archives, hein, puisqu'on peut y consulter une masse très importante de documents, hein, donc, qui sont autant de manuels, de guides, de vade-mecum, hein, qui expliquent qui fait quoi et comment, et qui rendent compte des normes qui structurent le travail qui est fait sur les archives. Et ça, c'est un aspect qui m'a vraiment frappée et qui a également beaucoup intéressé ma collègue Natalia, hein, c'est le caractère très encadré, très cadré de l'activité, hein, avec un rapport très intéressant à la norme, qui est vraiment quelque chose qui a vraiment retenu notre attention. Alors c'est un terrain, les archives, qui a été extrêmement riche, hein, et sur les 2 ans qu'a duré notre enquête, on a pu observer beaucoup de moments et d'activités. Alors ma collègue Natalia s'est surtout intéressée aux dimensions matérielles et techniques des mouvements des fonds, en observant des ateliers de reconditionnement, les travaux d'un groupe sur l'estampillage, ou en passant beaucoup de temps, de manière générale, hein, avec les agents techniques hein, qui s'occupent au quotidien des fonds. Alors de mon côté, c'est plutôt l'activité de classement qui m'a particulièrement intéressée. Et pendant le temps que j'ai passé aux archives, j'ai pu observer quelques séances de travail en salle de tri avec des archivistes qui venaient examiner des fonds entrés récemment aux archives. Alors le classement, en quoi ça consiste hein on sait que les fonds qui arrivent aux archives nationales sont, comme je l'ai entendu souvent, la crème de la crème des archives. Donc il n'y a pas grand-chose à trier au sens de jeter, hein. Mais ce qu'il faut néanmoins faire, c'est examiner l'ensemble des documents hein, qui arrivent, réorganiser les différentes pièces en des sous-ensembles cohérents pour pouvoir les décrire, les conditionner et préparer l'instrument de recherche hein, avec la cotation du fonds. Donc là, on est dans une opération qui est vraiment intermédiaire entre le producteur du fonds, que ce soit une personne ou une institution, et le futur public ou lectorat de ces fonds, hein, c'est-à-dire les personnes qui viendront le consulter et l'étudier. Alors, de l'extérieur, l'activité de classement, hein, ça peut sembler assez opaque. Hein. Vous avez 1 ou 2 personnes qui manipulent des documents sur une table, qui ouvrent des chemises, qui enlèvent des trombones, qui font et qui refont des piles, hein, en échangeant quelques mots, mais ce n'est pas une activité très bavarde, et en prenant des notes. Bon. Alors, pour comprendre, on peut bien sûr s'appuyer sur les définitions qui sont données hein, de ce que c'est que le classement. Hein. J'en ai mis une en marge de dans cette image. Hein. Donc c'est la définition de Christine Nougaret qui nous rappelle que donc, le classement, c'est une opération de mise en ordre intellectuelle et physique des documents d'archives, que c'est ça qui aboutit à la cotation et au rangement des documents sur les rayonnages, et que c'est ce qui conditionne hein, la rédaction de l'instrument de recherche qui va permettre de les retrouver.
Pour la comprendre aussi, cette activité, on peut bien sûr discuter avec des archivistes qui, quand vous leur demandez ce qu'ils font, vous expliquent bien volontiers ce qu'ils font, évidemment. Mais, et ça c'est vraiment lié à l'approche ethnométhodologique, il y a une certaine défiance, disons, par rapport au statut de l'entretien en ethnométhodologie, avec l'idée que le discours sur l'action et la réalisation de l'action, c'est deux choses différentes. Donc, conformément à cet esprit, j'ai plutôt privilégié le fait de et de décrire comment se passe l'activité de classement. Donc, combien de temps ça prend, comment s'organise l'activité dans l'espace, sur la table de tri, comment, à quel moment interviennent des discussions sur telle ou telle pièce, comment on regarde et on lit les pièces qu'on est en train de manipuler. Et c'est ça qui fait, à mes yeux, en faisant ça, c'est comme ça qu'on peut voir en action le raisonnement pratique situé des archivistes, et c'est ce qui a fait du classement une activité vraiment passionnante à mes yeux. Alors, un des principes structurants de cette activité, c'est le respect des fonds, qui renvoie à l'idée qu'il faut privilégier les modes de classement du fonds. Il faut respecter autant que possible l'ordre qu'il a donné aux différents documents qui composent voilà, le fonds. Donc en fait, une partie du travail de classement, ça consiste à comprendre la logique d'organisation des fonds. Pourquoi le producteur a rassemblé ces documents-là dans un sous-dossier, pourquoi là, il a procédé de façon chronologique, mais pas ici, pourquoi cette pièce se trouve à tel endroit, pourquoi il l'a conservée, à quoi ça renvoie, quelle importance elle pouvait avoir, etc. Et il est absolument nécessaire de comprendre cette logique pour pouvoir décrire le fond de façon adéquate dans l'instrument de recherche, afin que des chercheurs sachent ce qui s'y accès et déjà une première appréhension des différentes pièces qui composent le fond. Donc en fait, toute la question, c'est d'attribuer de la rationalité au producteur et de la préserver et de la transmettre. Et c'est ça qui m'a frappée, en fait, c'est cette très grande parenté, finalement, de problématiques et de pratiques entre le travail des archivistes et celui des chercheurs en sciences sociales, qui finalement ont pour mission commune de rendre compte de la perspective des acteurs sociaux et de la décrire pour mieux la partager. Donc, in fine, il m'a semblé que les archivistes pratiquaient donc eux aussi une forme d'ethnographie, voire carrément une forme d'ethnométhodologie. Et ça me paraît être une perspective assez intéressante à creuser en ce moment, où on est, j'ai l'impression, dans un contexte de renouveau des relations entre le travail archivistique et le travail des sciences sociales. C'était déjà au cœur des travaux d'un ethnométhodologue fameux qui s'appelle Michael Lynch, dans un texte voilà, qui est un peu vieux maintenant, qui date de 99, mais c'est des perspectives qui ont été rouvertes plus récemment. Là, j'ai mis en image voilà, l'éditorial du dernier numéro de la revue Qualitative Sociology, qui s'appelle donc le travail archivistique comme une forme de sociologie qualitative. Donc voilà, c'est ce genre de questions que je trouve intéressantes à développer sur la base de ces observations. Alors, pour conclure, je voudrais simplement formuler quelques remarques sur le gain qu'il y a, à mes yeux, à travailler avec ce genre de démarche. Alors, j'espère l'avoir montré, c'est une manière de travailler qui consiste vraiment à rendre compte des perspectives, des pratiques des acteurs et de leurs activités. Donc c'est vraiment l'inverse d'une démarche qui, par exemple, aurait une série d'hypothèses qu'il s'agirait de confirmer ou d'infirmer par l'observation, mais c'est aussi l'inverse d'une démarche qui chercherait à exotiser des communautés en les traitant a priori comme radicalement étrangères ou essentiellement singulières. Donc si on suit la citation, là encore, de Michael Lynch, qui a commencé par travailler sur voilà, faire des ethnographies de laboratoire, qu'est-ce qu'il nous dit avec cette méthode en fait qui consiste à, alors dans son cas, ça consistait à traîner dans un laboratoire, à écouter les conversations des gens qui y travaillent, à les regarder travailler, si possible même à travailler avec eux, à lire leurs notes, etc. Donc si on suit cette démarche, finalement, quelque exotique que soit le terrain qu'on s'est donné à examiner, on finit toujours par retrouver du bricolage, des discours ordinaires et des actions situées.